Bonsoir à tout le monde. Je reprends avec le micro. Bonsoir. Je m'appelle Sarah Kay. Je dirige le Centre de French Civilization and Culture ici à NYU. On est arrivé à la fin du mois de février et c'est pourtant la première rencontre de cette année. Ce qui m'autorise, je pense, à vous souhaiter quand même mes meilleurs vœux pour 2018 et souhaiter vivement votre présence aux autres événements du centre. Ce soir s'annonce en effet très prometteur. C'est la 65e édition de cette série renommée et ça s'annonce comme une rencontre de géants, en effet. Olivier Barrault, dont on connaît les prouesses littéraires, et son invité, M. Jacques Attali, célèbre dans beaucoup de domaines, mais qui sera fêté ce soir dans son rôle littéraire, précisément, en tant qu'écrivain. Ce soir marque aussi l'inauguration d'une nouvelle initiative dans le département de French Literature, Thought and Culture, qui est de lancer un cours autour de cette série. Donc le nouveau cours, French Literature in the Making, est représenté ici par une de ses étudiantes et je la remercie d'être venue. Si vous n'êtes pas familier avec le travail du centre, nous avons créé un petit dépliant qui est à votre disposition, que vous pourrez lire et que je vous invite aussi à distribuer à vos amis ou à d'éventuels partenaires. Bon, je n'imposerai plus sur le temps de cette séance, de cette conversation à laquelle tant de gens ont montré tant d'enthousiasme. Et je vous passe la parole, Olivier et Jacques. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est effectivement aujourd'hui la 65e occurrence de cette série qui a commencé, vous vous en souvenez, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et que nous avons échafaudé, Tom Bishop ici présent et moi-même, à l'époque où Sarah n'avait pas encore rejoint New York University. On a reçu ici toutes sortes d'écrivains de langue française, pas nécessairement français, mais de langue française, œuvrant dans pratiquement tous les genres, je crois, puisque nous ont rejoint ici des poètes, des auteurs dramatiques, des romanciers, des essayistes, des biographes, des historiens. Et que c'est ainsi que nous concevons ce genre de rencontre, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la qualité de l'expression en français, encore une fois, quelle que soit la nationalité et quel que soit le genre auquel sacrifient nos invités. Je citerai par correction, par gratitude et par sympathie, deux entités privées, deux entreprises françaises qui nous permettent de donner corps à cette ambition qui est la nôtre depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et c'est vraiment en toute bonne foi que je salue la présence à nos côtés désormais de la compagnie Air France, avec laquelle nous avons voyagé, Jacques et moi, hier, et du groupe hôtelier Accor qui gère l'hôtel Sofitel qui nous héberge. Ce ne sont pas uniquement des formules de politesse, même s'il est bon de sacrifier quelquefois à la politesse, surtout quand elle est sincère, c'est que rien de ce que nous faisons ici avec le concours de NYU ne serait possible si nous n'avions pas précisément l'aide de ces entreprises privées, j'y insiste. D'ailleurs, le document auquel Sarah faisait allusion, cette espèce d'appel à la générosité est quelque chose de très courant aux États-Unis d'Amérique, un peu moins en France, mais pour venir ici depuis tant d'années et y travailler avec assiduité et avec passion, je me suis fait assez facilement à cette façon américaine de voir les choses et qui consiste à associer des entreprises, je dirais, d'intérêt général, telles que l'éducation, l'enseignement et aussi le très légitime soin du profit, de la prospérité, grâce à quoi précisément tout ceci est possible. Ces excellents principes étant rappelés, et aucun d'entre vous ne les ignore, nous accueillons ce soir quelqu'un dont il serait plus facile de dire ce qu'il n'a pas fait, ce à quoi il ne s'est pas intéressé, que précisément les objets de l'intérêt de Jacques Attali. Car le fait est que, pour peu qu'on se réfère à sa biographie,
ce que tout le monde peut faire en allant sur Wikipédia ou Google, on s'aperçoit qu'il est peu de domaines de l'activité humaine qui vous aient laissé, Jacques, indifférent. Je crois qu'il n'en est aucun. Certains sont tellement éloignés les uns des autres qu'on a du mal à penser qu'un seul et même individu puisse tenir des propos argumentés, solides et dans certains cas empiriques, puisque pratiqués, domaines qui touchent à la musique classique, à la direction d'orchestre, qui touchent à la paléontologie, qui touchent à l'histoire, bien entendu, et notamment à celle du judaïsme, donc qui touchent à la philosophie, qui touchent à l'économie, que vous avez étudié, puis enseigné, qui touchent aux politiques au sens large, puisque vous avez été le collaborateur le plus proche, le conseiller spécial du président Mitterrand, au long de ces 2 mandats, en tout cas, à la présidence de la République française. J'en oublie plus que je n'en ai cité. C'est-à-dire qu'on a affaire avec Attali à quelqu'un qui, comme disait admirablement le poète latin Terence, rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a constaté que Attali a signé quelques 75 livres, et que j'ai l'habitude, vous ne l'ignorez pas, de lire la totalité de l'œuvre de nos invités, et que, prenant mes responsabilités, donc invitant Jacques à se joindre à nous, j'avais prévu mon coup. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire ou à relire du Attali il y a déjà un petit moment. Mais néanmoins, il fallait opérer des choix pour que les choses soient, pour vous, pour nous, intelligibles et agréables. Sans ça, on aurait fait une session de 3 semaines, c'eût été peut-être trop solliciter l'attention générale. Donc en 1h15, on a choisi, Jacques Attali et moi, 7 de ses livres, qui représentent pas mal de genres littéraires, vous allez pouvoir en juger, avec quelques constantes et aussi de temps en temps des échappées vers des domaines qui, au moment où ces ouvrages sont parus, étaient jusqu'alors méconnus, ou en tout cas n'avaient pas fait l'objet d'une publication dans l'œuvre, et Dieu sait pourtant abondante, de Jacques Attali, qui a commencé de publier il y a un peu plus de 40 ans maintenant. J'oublie délibérément, pour entrer dans le vif du sujet, de rappeler sa carrière, son œuvre, ses études, etc. Il est une chose que néanmoins je tiens à faire apparaître, et qui d'ailleurs va être développée tout à l'heure, qui est le fait que Jacques Attali est né en Algérie, à l'époque française, en 1943, de parents qui à ce moment-là se croyaient, enfin plutôt avaient été français, puisque depuis le décret Crémieux, les Juifs d'Afrique du Nord bénéficiaient de la plénitude de leurs droits de citoyens français, et que le statut des Juifs de 1940, une des grandes tâches sur l'histoire de notre pays, avait retiré, de façon rétroactive, la nationalité française aux Juifs d'Afrique du Nord et d'Algérie en particulier. Moyennant quoi, les parents de Jacques se sont retrouvés apatrides, après avoir de bonne foi pensé depuis toujours qu'ils étaient français. On conviendra que tout ceci représente un choc, une violence. Je ne parle même pas de l'injustice, je parle de traumatisme que tout ceci représente. Et que beaucoup des choix du père de Jacques Attali et de son frère jumeau Bernard, au moment de leur venue sur le continent, en métropole, ces choix sont aussi dictés par ces souvenirs douloureux. Et ce point-là, le seul de son autobiographie, ou de sa biographie, les autres ne nous concernent pas ce soir, était à mes yeux indispensable à rappeler. Et puis maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec un premier livre, qui est un livre ancien, qui est sinon tout à fait un de vos premiers livres, mais qui est sur cette table celui qui a été le publié en premier, puisque c'était en 1989, et on va commencer par un roman. La vie éternelle, virgule, roman. La vie éternelle, roman, c'est sidérant comme premier livre et comme premier roman, parce que c'est un livre d'une ambition immense, c'est une espèce de cosmogonie, et j'aimerais, si vous voulez bien, afin que de vous en donner tout de suite la texture, je voudrais demander à notre invité de ce soir de nous lire lui-même un premier passage qui va vous donner une idée du style et de l'ambition de ce texte. C'est le tout début, Jacques, c'est à page 11 et 12, et j'ai mis cela, comme d'habitude, entre crochets de crayon. Oui, effectivement, j'ai fait ça. Ça s'arrête là et ça commence ici. Je suis ravi d'être là et très heureux d'être avec vous. C'est un exercice très rare parce que je ne parle jamais de moi, jamais, et je ne parle jamais de mes livres. Je pense que justement, les livres sont faits pour être lus et c'est vraiment très rare pour moi de faire ça. Je suis heureux qu'on commence par ce livre. Ça va jusqu'où alors? Ça commence là au début?
Oui. Et ça oui. On va commencer par le début, soyons simples. Très bien. Alors, c'est vraiment le tout début du livre. Et c'est un livre qui m'est extrêmement cher. À l'heure la plus muette, à la fêlure entre deux couleurs, juste avant que la nuit ne perde mémoire d'elle-même, Golisha pénétra dans la bibliothèque du château de Nordom où Chiron, son grand-père, venait de mourir étranglé. Dans l'affolement général, personne n'avait songé à venir retourner les 7 sabliers d'or, de bronze et de cuivre, méticuleusement rangés sur 3 étagères de loupe d'auboine, juste au-dessus des plus vieux manuscrits de la salle d'angle, près de la seule fenêtre d'où l'on apercevait la mer. Golisha regarda longuement les derniers éclats de silice filés au travers des entonnoirs d'étoupe. Chaque instant de sa vie, pensa-t-elle, allait maintenant leur ressembler, enfermé dans une fiole, enchâssé dans des balustres, s'écoulant grain à grain immuable avant de s'achever en un simulacre de vertige, en une illusion de désordre. Elle essaya d'ouvrir la petite croisée à gauche des étagères. La poignée résista, puis céda en grinçant. Un air froid fit irruption, bousculant l'atmosphère moite. L'hiver n'en finissait pas de s'effacer. Elle se pencha à l'embrasure. Au dehors, rien, ni dans le frôlement des feuilles, ni dans la rumeur de la mer, rien n'indiquait qu'un crime majeur, quelque chose comme un régicide, venait d'être commis. Quand Donolo vint se poser sur son épaule, elle frissonna. Pour la première fois, l'oiseau de son enfance, son compagnon de mémoire, l'effrayait. Comme si leurs 2 solitudes résonnaient l'une contre l'autre, répercutant chagrins et désespoir. Elle se retourna vers les sabliers, maintenant tous à l'arrêt. Désormais, le passé resterait figé comme ces tas de sable. C'était comme si, au signal du sang versé, une lourde herse était tombée sur l'énigme de leur destin. Car énigme il y avait, elle en était sûre. Jamais le grand livre secret qui concernait l'histoire des hommes depuis leur arrivée à Tantale, pas plus que les commentaires qu'ils avaient inspirés ne l'avaient convaincu. Aucun peuple ne pouvait être, comme le leur, amnésique, interdit d'histoire, sans trace ni brûlure. Les débuts de Tantale, elle en était persuadée, avaient dû être bien plus tragiques que ne les laisser entendre cette brimeuse histoire de naufrage et de mutinerie, et ce récit dont le peuple ne pouvait connaître que quelques rares épisodes, n'était sans doute qu'une légende incertaine, construite par un pouvoir aux abois. C'est une épopée. Oui, c'est une épopée qui me touche beaucoup pour l'avoir écrite et qui m'a touché beaucoup parce qu'elle a rencontré immédiatement un très grand public en France et à l'étranger. Et c'est en effet un livre très ambitieux puisque c'est en fait une réécriture de la Bible qu'on ne découvre qu'à la toute fin, dans un supposé être une toute autre planète avec des personnages qui avancent dans la recherche de leurs propres secrets. Et on se rend compte à la fin que c'est peut-être quelque chose qui est arrivé bien avant la Bible, et dont la Bible ne serait qu'une retraduction avec un souvenir, une mémoire lointaine. Mais il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, beaucoup de réminiscences, beaucoup de... Pas seulement la Bible, il y a aussi la musique, il y a Mozart, il y a des personnages que j'ai connus dans d'autres contextes. C'est vraiment une grande fresque historique. Il y a un oiseau, Donolo, qui revient d'ailleurs à maintes reprises. Oui, il y a un oiseau qui est au cœur, qui n'est un oiseau que là, parce qu'en fait, il est autre chose qu'un oiseau, puisque les personnages sont en fait, on s'en aperçoit très vite, des réincarnations d'autres personnages, puisqu'on est j'ai supposé, un univers où, quand quelqu'un meurt, il est réincarné immédiatement dans quelqu'un d'autre. Et l'oiseau est la réincarnation de quelque chose dont on découvre le secret que dans les 10 dernières lignes du roman. Voilà. C'est un livre qui est absolument impossible à résumer. Ouais. Il n'est d'ailleurs ni situé dans l'espace, ni situé dans le temps. C'est une sorte de figuration, finalement. C'est presque à certains moments de la fantasy. Hein. C'est vraiment... Sinon, de la science-fiction, c'est plutôt de la fantasy, c'est-à-dire la reconstitution d'un monde de manière... C'est un livre dans lequel on se perd complètement, alors, délibérément. Je ne sais pas si on se perd, parce que c'est une jeune fille, celle qu'on a au début, Golisha, dont le nom vient de Golem et de Isha, une femme Golem. Tous les noms qui sont dans le livre ont été inventés, façonnés pour créer l'univers, et le roman se passe en une semaine.
dans lequel il faut à tout prix qu'elle découvre la vérité sur qui elle est, sinon il va arriver des catastrophes, et elle finit par le découvrir tout à fait à la fin. Et elle découvre en effet toute une série de secrets sur des peuples qui ont disparu, sur des massacres, et sur en fait ce qu'est la nature humaine, et la raison pour laquelle une partie de l'humanité aurait été déplacée sur une autre planète, puisque c'est ça au départ qu'on lui fait croire. On lui fait croire qu'elle est héritière d'un royaume qui lui-même s'est construit sur une autre planète, Tantale, dans lequel une partie de l'humanité aurait été déplacée pour des raisons mystérieuses qu'elle finira par comprendre. Et elle bouge d'un endroit à l'autre sur cette planète et découvre d'autres peuples qui lui font découvrir d'autres réalités. C'était très, très passionnant à écrire. Au début, ça a commencé par une histoire que j'ai racontée à ma fille, petite fille, et puis ça a grandi. Ce qui fait que je me suis un peu fâché avec elle parce qu'elle m'en a voulu de l'avoir raconté à d'autres. J'ai oublié de vous dire qu'un certain nombre des ouvrages de Jacques sont à votre disposition grâce à nos amis de la librairie Albertine. Je vois que vous n'avez pas attendu que je vous rappelle cette réalité, puisqu'il y en a déjà un nombre considérable qui a été acquis par vous et que Jacques Attali, bien sûr, se fera un plaisir de vous dédicacer. On n'a pas pu tout faire venir, bien sûr. On a fait ce qu'on a pu. Albertine, nos amis, ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, mais enfin, il n'y a pas qu'Albertine qui vous proposera. À New York, ce sont les seuls. Mais vous pourrez vous les procurer. Alors, on change complètement de style avec un deuxième livre, nettement postérieur, puisque datant de 2001, qui a été réédité, enrichi, et qui est un livre tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Bruit. Bruit, que je tiens ici, qui est une coédition entre les presses universitaires, qui était son premier éditeur, et Fayard, qui est maintenant depuis très longtemps votre éditeur principal, voire unique d'ailleurs, ou en tout cas le premier et le plus important. Bruit, comme son nom l'indique, c'est un essai qui porte sur les sons en général, et plus particulièrement les sons articulés et construits qu'on appelle couramment la musique. Pour moi, c'est un de vos livres cruciaux, non pas seulement parce que vous êtes à vos heures chef d'orchestre et que vous êtes pianiste et que vous êtes un homme de musique, mais parce que ce que vous y dites, ce à quoi vous nous faites songer, ce que vous nous apprenez aussi est d'une extrême profondeur. D'abord, vous dites au début quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Vous dites de la musique que c'est notre ultime espoir, quote, unquote. À ce point ? Oui, parce que c'est l'ultime preuve de ce que l'humanité est humaine et qu'elle est capable de transcendance, au moins d'immanence. Plus que les autres arts ? Ah oui, sans aucun doute. Parce que c'est un art qui est certainement le plus ancien, je pense, sans doute au moins aussi ancien que la peinture. Même si on peut la peinture, on en a une trace physique, 50 000 ans, l'homme de Néandertal, je dis bien l'homme de Néandertal, il faut avoir un peu d'humilité, c'est l'homme de Néandertal qui est le premier à tracer autant qu'on sache aujourd'hui, des traits magnifiques d'ailleurs, sur des grottes. Mais oui, la musique, je crois, est absolument unique dans sa façon de nous faire communiquer avec quelque chose qui nous dépasse. Et donc, qui est peut-être ce qui en nous dépasse, ce qui en nous est au-delà de l'humain. C'est un livre que j'ai écrit en fait bien avant, c'est un livre que j'ai écrit en 1976. C'est d'ailleurs c'est mon premier roman et mon premier essai, ou pas mon premier essai, parce qu'avant j'avais écrit des livres de maths, mais c'est mon premier essai dans une série que j'ai continué après, puisque j'ai écrit beaucoup de livres qui sont des histoires histoires longues d'un domaine. J'ai écrit l'histoire du temps, l'histoire de la musique, l'histoire de la propriété, du nomadisme. L'histoire du nomadisme. J'ai écrit beaucoup d'histoires d'eux, parce que je trouve, mon dernier étant l'histoire de la mer, je trouve très important d'essayer de comprendre. Si on veut comprendre l'avenir, il faut s'enraciner dans le passé, il faut comprendre le socle. Et la musique est très intéressante pour comprendre l'avenir. J'ai tout de suite vu ça quand j'ai commencé ce premier travail, donc en 1976, puisque ça c'est une réédition d'un livre de 76. Réécriture. D'ailleurs, ça m'intéresse de reparler sur la réécriture. Je le dis tout de suite parce que ce livre a été traduit en anglais aux États-Unis et il est un très grand succès dans les universités américaines, il est enseigné partout. Mais pour moi, pour une mauvaise raison, je dis ça sur la pointe des pieds, parce que cette première version du livre, quand j'ai voulu l'actualiser 25 ans plus tard, je l'ai relu, je me suis dit, mais attends, on peut dire la même chose de façon beaucoup plus simple. Et j'avais écrit ce premier livre avec une langue qui était la langue de l'époque, c'est-à-dire la langue de Foucault, de Derrida, de Deleuze, de tous ces gens qui sont si connus dans les universités américaines, mais à mon avis plus par leur obscurité que par leur talent. Pardon, je risque de choquer. Et j'ai réécrit mon livre moi-même en français,
Alors que la traduction américaine est une traduction d'avant qui marche dans toutes les universités du monde. J'ai fait des cours à Harvard dessus il y a 2 ans. Mais je ne sais pas si son succès est lié à la profondeur que vous avez dit de la thèse, oui, ou à l'obscurité française du style qu'on vante tellement chez nos philosophes. Je me méfie de cette... Alors, en effet, la thèse, elle marche, elle fonctionne, elle est vraie, elle reste instrumentale. La musique est en avance sur les autres dimensions de l'activité humaine dans son évolution, et donc suivre l'évolution de la musique permet de comprendre l'évolution de l'activité humaine bien avant qu'elle ne se produise. Voilà. Le savoir occidental tente depuis 25 siècles de voir le monde. Il n'a pas compris que le monde ne se regarde pas et qu'il s'entend. Il ne se lit pas, il s'écoute. Notre science a toujours voulu surveiller, compter, abstraire, castrer les sens, oubliant que la vie est bruyante et que seule la mort est silencieuse. Bruit du travail, bruit de fête, bruit de vie et de nature. Bruits achetés, vendus, imposés, interdits. Bruit de révolte, de révolution, de rage, de désespoir. Musique et danse. Complaintes et défis. Rien ne se passe d'essentiel dans le monde sans que le bruit s'y manifeste. Aujourd'hui, à un moment où le regard semble faire faillite, où l'on se contente d'un présent fait de spectacles, de vacarmes et de marchés, il faut apprendre à juger une société à ses bruits, à son art et à ses fêtes, plus qu'à ses statistiques. À tendre l'oreille au bruit du monde, on comprendra où l'entraîne la folie des hommes, quelles espérances sont encore possibles, quelles renaissances sont déjà à l'œuvre. Et vient, à la suite de cela, comme vous l'avez d'ailleurs esquissé à l'instant, une sorte d'histoire de nos bruits, qui, dans le meilleur des cas, aboutissent à de la musique, mais pas nécessairement. Ce sont des sons, ce sont des rumeurs, ce sont des tremblements, et ce sont, dans certains cas, de la musique. Et ce livre est semé de réflexions comme ça, rapides, furtives, et qui tout d'un coup vous frappent. Celle-ci, par exemple, vous dites, le XXe siècle, c'est le siècle de la barbarie de mélomanes. On entend bien effectivement que certains des dignitaires nazis aimaient la musique. Je ne me souviens pas de ça sur Staline, ni sur Mao, mais vous l'avez quand même laissé entendre, ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire c'est une façon de relativiser la musique comme toute activité humaine qui peut être utilisée par les pires barbares. On sait ce qu'ils en ont fait à Auschwitz. Donc il faut savoir ne pas idéaliser un art. En fait, dans ce livre, il y a une théorie qui est que le bruit, c'est la violence, la musique, c'est la mise en ordre du bruit. Et pour échapper à la violence, dans la façon de canaliser le bruit dans une mise en ordre harmonieuse qui lui donne du sens et qui renvoie à la canalisation du bruit dans le bouc émissaire, de la violence dans le bouc émissaire, qui crée une dimension de transcendance, comme la musique relie à la transcendance. Et la musique renvoie à cette dimension. C'est pourquoi j'ai essayé, dans ce livre, donc dès 1977, de voir plusieurs étapes dans l'histoire de la musique qui correspondent à plusieurs étapes dans l'histoire humaine. Première étape, c'est ce que j'ai appelé l'étape du sacrifice, c'est-à-dire la musique religieuse. Deuxième étape, c'est la musique qui devient une musique associée à la bourgeoisie, bien avant que la bourgeoisie apparaisse. Et j'ai essayé de montrer que le concert payant apparaît avant l'économie de marché, c'est l'économie de la représentation. J'ai dit après que la musique... Avant tous les autres activités humaines, organise la répétition. Le gramophone apparaît avant la production en série d'autres objets, et la répétition apparaît en musique, évidemment, dans l'œuvre musicale. Et puis j'ai pronostiqué à ce moment-là que nous allions passer à une nouvelle étape, que j'ai appelée la composition, où, en fait, on allait passer d'un moment où on était spectateur de la musique à un moment où nous allions tous être des utilisateurs, compositeurs de musique. Et je pense que c'est ce qui est en train de devenir aujourd'hui. Donc, la musique m'a paru, ça c'est une thèse très globale, mais de toute façon, quand on rentre dans les détails, extraordinairement instrumentale pour prédire un certain nombre d'évolutions. Je pourrais entrer dans beaucoup d'exemples de cette évolution. On va prendre quelques exemples de ce que je pourrais appeler une sorte d'histoire personnelle de la musique, à la fois du point de vue du mélomane qu'est Jacques Attali, mais aussi du praticien qu'il est à ses heures. Il y a une chose qui m'a frappé parmi d'autres, c'est quand vous différenciez l'activité, on est au Moyen-Âge,
et c'est chronologique. Au Moyen-Âge, vous dissociez la fonction des jongleurs de celle des troubadours ou de celle des ménestrels. Or, nous qui sommes un peu au courant de toutes ces choses-là, intéressés en tout cas, on aurait tendance à les confondre et même à les identifier, jongleurs, ménestrels, troubadours. Pas du tout. Leur fonction économique, et ça on retrouve l'économiste dans cette acception-là, dans cette façon d'entrer dans le sujet, leur fonction économique et sociale, donc politique, est tout à fait différente. Oui, parce qu'ils correspondent à différentes fonctions dans la société. Il y a ceux qui sont liés au peuple, et puis il y a ceux qui sont liés à la cour, et qui s'inscrivent dans une économie de la cour, c'est les ménestrels, qui, eux, renvoient à une activité de renforcement du pouvoir politique de l'époque, tandis que les autres, étant liés au peuple, sont là plutôt pour subvertir le pouvoir. Vous dites que la fonction de la musique est c'est 3 fois le verbe faire. Faire oublier, faire croire et faire taire. Encore une fois, mélange de l'économique, du politique et de l'artistique. Oui, il y a ces 3 dimensions, mais c'est aussi faire se dépasser, s'élever, aller au-delà, aller plus loin. Et vous opposez assez plaisamment, vous appuyant sur un tableau de Bruegel, vous opposez carême à carnaval. Alors oui, dans un chapitre, le 2e chapitre de ce livre, j'ai essayé de voir que dans un tableau de Bruegel, qui est reproduit dans le livre, qui est pour moi une œuvre absolument majeure que j'ai essayé de décortiquer, le combat de carnaval et carême, il y a cette opposition entre la musique libératrice, explosive, et le pouvoir qui, lui, a comme obsession de faire taire, et qui donc utilise la musique soit comme la musique militaire, soit que la musique du pouvoir, la musique de ceux qui savent, et qui fait taire le peuple. Et l'opposition qu'on voit sur ce tableau, qui est un tableau absolument majeur, qui se trouve à Vienne, où on voit dans tous les détails de cette œuvre de Bruegel, qui est une œuvre comme toutes les œuvres de Bruegel, où il y a 150 000 choses à voir sur tous les centimètres carrés du tableau, est une opposition entre un peuple qui veut faire de la musique et se libérer du pouvoir, et un pouvoir qui, lui, veut mater le peuple. Justement, à un jour, le carnaval, où le pouvoir accepte d'inverser les rôles, provisoirement, mais cette inversion est maîtrisée pour que le peuple ne s'y échappe pas. Il y a pratiquement tout ce que je dis dans le livre se trouve dans le tableau. Et inversement. Évidemment, vous consacrez une place importante à l'un des pays de la musique par excellence, qui est l'Italie. Et alors, on s'aperçoit qu'un bon nombre de genres musicaux qui sont aujourd'hui les plus classiques, les plus répandus, proviennent possiblement de l'Italie, et notamment de l'Italie de la Renaissance. Oui, bien sûr. Le concerto, l'opéra, etc. Le concerto, l'opéra viennent de là, parce que l'Italie a été, à cette époque, on passe du 15e au 18e siècle, un endroit où les princes avaient cette liberté de pousser à la création. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'en effet, là, ça vient de l'Italie et ça s'est répandu un peu partout. Et la façon dont la musique italienne se répand est une façon très étrange, parce que la musique italienne devient universelle, mais elle est combattue par toutes les autres musiques qui veulent absolument faire respecter le désir national. Et chaque fois qu'il y a eu un refus de la musique italienne, enfin de la musique universelle qui venait très largement d'Italie, à cause de la musicalité de la langue sans doute, eh bien on a approché de la guerre. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, on interdit d'écrire des opéras en italien, un peu partout en Europe, et c'est juste au moment où va commencer le nationalisme. Le nationalisme s'annonce dans l'interdiction d'écrire des opéras en italien, ce qui arrive quand Mozart bascule et qu'il n'a plus le droit d'écrire en italien et qu'il écrit en allemand. Enfin, il faisait les deux, mais il s'est mis à écrire en allemand sur ordre. Et il y a donc, dans la musique est aussi par cela annonciatrice de changements qui vont avoir lieu. Mais en effet, la musicalité de la langue italienne a créé un grand nombre de sources de musique. Comme la musique venait aussi de l'Église, puisque l'essentiel de l'origine musicale c'est l'Église, il y avait évidemment le fait que l'Église était commanditaire en Italie plus que partout ailleurs. Alors, l'une de vos préoccupations à travers tous ces ouvrages, c'est bien sûr le lien entre l'économique, le politique, qui sont parfois synonymes, et bien sûr la création, l'artistique, etc.
Et bien sûr, là encore, vous consacrez des pages, d'une part, à l'attitude de la Révolution française, la Convention relativement à la création musicale et de la fonction de la musique en période révolutionnaire. Et puis après, lorsque la Révolution est achevée, que devient-il de cette discipline? Et également, même topo, même préoccupation à propos de Karl Marx. J'aimerais que vous nous disiez un mot, parce que j'avoue que j'ignorais complètement que Karl Marx eût réfléchi sur peut-être la marchandisation de la musique. Marx, dont j'ai écrit la biographie plus tard, était absolument génial, et il avait vu aussi que la musique échappait à la notion de valeur, et qu'il fallait, pour que la musique prenne une notion de valeur, lui l'enfermer dans un objet. Et donc il a vu qu'il fallait l'objet pour que la musique devienne marchandisée. C'est là où il est génial, parce qu'il a compris ce qui allait venir, c'est-à-dire la marchandisation de la musique sous forme d'un objet, avant que ça ait lieu. 2 points encore autour de ce livre qui vaudrait qu'à lui tout seul, on lui consacrera la soirée, mais on va pas le faire. 2 points. Nous sommes aux États-Unis. Vous parlez à un moment du jazz et de la position de Malcolm X relativement au jazz et sur l'appropriation par les Noirs américains de leur musique. Oui, mais ça c'est bien connu maintenant. À l'époque, ça l'était moins quand j'ai écrit ce livre, mais c'est vrai qu'il y a eu une bataille pour que les Noirs aient le droit de reprendre le jazz qui n'était pas le leur, qui avait été pris par les Blancs, et la récupération, la réappropriation a été quelque chose de fondamental dans la bataille. Ce qui fait d'ailleurs, avant de sortir de ce livre, qui m'amène à dire 2-3 choses sur la façon dont j'utilise aujourd'hui la musique pour comprendre les changements du monde. Il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que, je ne crois pas que la Chine ne sera jamais une superpuissance globalisante, parce que, essayez d'écouter la musique chinoise et vous m'en direz des nouvelles, quelques nations qui n'a pas une musique universelle ne peut pas être une nation universelle, sauf si la musique change. Et d'ailleurs, la Chine elle-même, à l'époque où nous parlons, elle peut devenir une superpuissance. Elle deviendra une superpuissance, mais pas une puissance ayant une vocation idéologique dominante, me semble-t-il. Quand je regarde une nation, moi je regarde, quand j'arrive dans un pays que j'essaie de comprendre, je regarde 3 choses. Je regarde la démographie, je regarde la gastronomie et je regarde la musique. Parce que ces 3 choses nous disent quelque chose de très important sur le peuple. La démographie vous nous dit évidemment des choses de base, très importantes pour comprendre l'avenir. La gastronomie vous dit la famille, l'agriculture, le sens de l'usage du temps, la fête. Et la musique vous dit tout le reste, et en particulier l'universalité. Et il n'y a pas beaucoup de nations, sinon presque aucune, qui sont bonnes dans les 3 dimensions. On va finir un peu à mon regret, parce qu'il faut que nous avancions, mais je voudrais que vous nous disiez une chose sur... vous parlez de la fonction du chef d'orchestre, fonction assez récente dans l'histoire de la musique au Nord. 1820, 1830 à peu près. C'est 200 ans, c'est rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Il se trouve que précisément c'est une activité que vous exercez depuis longtemps. Et vous me disiez récemment qu'il n'est rien de comparable en termes d'émotion, de profondeur à ce moment-là. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. La direction d'orchestre, pas seulement par rapport à ce livre, par rapport à votre propre expérience à vous. D'abord, c'est la preuve que quand on veut, on peut. Je ne suis pas doué. Je suis extrêmement maladroit et je n'ai pas l'oreille absolue. Bon, je suis pianiste, mauvais pianiste, mais j'ai beaucoup travaillé. Quand on m'a proposé d'être chef d'orchestre, j'ai dit non, jamais, pas moi. Et puis j'ai pris des cours pendant 3 ans avec un professeur qui est devenu un chef très connu aujourd'hui, François-Xavier Roth. Et je me suis rendu compte que quand on veut, on peut y arriver. Et pour moi, en tout cas, c'est la chose la plus difficile au monde. Je pense que c'est parce que c'est d'une complexité. Ce sont 3 métiers complètement différents. Dans l'analyse de la partition, qui est un métier presque mathématique, il faut comprendre la structure, intérioriser les différents instruments, savoir comment ils jouent, être capable de bien savoir qui rentre, qui sort, ce qu'il faut faire, etc. Ça, c'est le travail abstrait. Un deuxième travail qui est complètement différent, c'est le travail avec l'orchestre, où il y a un rapport de pouvoir, de force. Quand on arrive devant un orchestre, la première chose qu'il fait, c'est jouer faux. Enfin, il y a quelqu'un dans l'orchestre qui va jouer faux. Ou qui ne va pas rentrer... Non, pour voir si je vois. Pour tester si vous l'avez repéré. Oui. Et qui va jouer faux, ou qui ne va pas rentrer au moment où il devait. Systématiquement, il rentre en demi-temps avant. Et... donc c'est ce travail-là qui est très important. Et puis il y a le 3e travail qui est la direction d'orchestre pendant leur concert, qui n'a absolument rien à voir avec les 2 autres, puisque c'est à ce moment-là une sorte
d'alchimie incroyable, de symbiose, je dirais presque érotique avec l'orchestre, vraiment érotique. C'est pourquoi d'ailleurs moi je dirige sans partition, et on a le contact avec les musiciens et ça crée une relation, et on n'entend pas du tout la même musique qu'on entend dans la salle. Avec d'ailleurs des difficultés très particulières, parce que par exemple il faut faire très attention à ne pas trop apprécier ce qu'on écoute. Par exemple quand je dirige le concerto en sol de Ravel, le deuxième mouvement que j'aime tellement, si je l'écoute, je vais ralentir. Il faut donc avoir une maîtrise. C'est très, très, très curieux comme sensation. C'est très difficile. C'est le seul moment de ma vie où j'ai le trac. J'ai jamais le trac ailleurs. Et donc, quand je rentre dans une salle de concert, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et quand j'en sors, je me dis, même, c'est déjà fini. Au fond, il y a vraiment une notion qui, je crois, aura occupé toute votre existence, c'est le temps. Vous venez nous parler de ça à l'instant, là. Oui, d'une certaine façon, même si c'est une des rares activités vraiment égoïstes que je m'accorde, la direction d'orchestre. C'est vraiment égoïste, c'est vraiment par plaisir que je fais ça. En général, tout le reste, j'essaie d'y trouver une justification altruiste, même si c'est imaginaire. Mais là, c'est vraiment... et en effet, il y a une relation au temps qui est très particulière, parce que c'est une bulle de savon, un concert. Une fois que c'est passé, c'est passé. Pas souvenir, mais ça reste dans le souvenir, mais c'est passé. En tout cas, je dois dire que je vous invite vraiment à essayer. Mais c'est 15 ans de travail. Hein. Moi, j'ai mis 3 plus 2, 5 ans avant de prendre une baguette, que je n'utilise pas d'ailleurs, parce que je dirige sans baguette, mais j'ai mis 5 ans avant d'y arriver. Ça prouve, quelque chose de très important sur lequel je suis en train de travailler pour un livre que je suis en train de finir. C'est l'importance de considérer que tout est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible. Si on veut, on peut percer des tas de... Oui, un peu. On peut percer même des choses qui vous paraissent hors de portée. Si on fait les efforts, même des efforts bêtes, répétés, faire des exercices, travailler, des efforts bêtes, à un certain moment, ces efforts bêtes payent. Ça devient des habitudes et vous pouvez passer à autre chose. Vous avez compris? On va tous s'inscrire en classe de direction d'orchestre ici à NYU. Ça doit exister. 2008, au Théâtre du Rond-Point, Daniel Mesguich met en scène une pièce qui s'appelle Du cristal à la fumée, une pièce de Jacques Attali, interprétée entre autres par Féodor Atkine et Bernard-Pierre Donadieu. Là, on entre dans quelque chose qui pourrait être fondé de façon incontestable sur la réalité historique. On entre à nouveau dans quelque chose qui pourrait presque ressortir à l'imaginaire, tellement c'est au sens propre incroyable, non croyable. Il s'agit de la mise en situation de l'écriture d'une pièce dont les personnages principaux sont tous les dignitaires ou presque du régime nazi, à l'exception du chancelier Hitler, qui d'ailleurs apparaissent pendant, au moins par téléphone. Et il s'agit de quelque chose qui s'est passé bel et bien en novembre 1938 et qui a vu se réunir messieurs Göring, Goebbels, Heydrich, Himmler et quelques autres dignitaires en fonction autour d'une grave question. Une grave question qui va trouver d'ailleurs sa résolution dans les années qui viennent, notamment lors de la fameuse conférence de Wannsee de janvier 1942, qui décide d'une manière définitive ce dont il est déjà question un peu ici, c'est-à-dire ce que les Allemands appellent Endlose, c'est-à-dire la solution finale. Quand on vous lit, Jacques, et quand on sait que vous avez fondé ce travail dramatique sur une recherche historique, on a vraiment l'impression de quelque chose de non crédible. Or, tout est vrai. Oui, tout est vrai, et je n'ai pas eu de joie plus intense que de voir cette pièce représentée non seulement à Paris, comme vous l'avez dit, mais à Jérusalem, en hébreu, avec à côté de moi le président de la République israélienne, Shimon Peres, et avec 12 comédiens israéliens en uniforme nazi. C'est une histoire vraie que j'ai découvert dans des archives qui commençaient à apparaître, puis que j'ai creusé, et qui maintenant est connue.
qui est l'histoire. Et j'ai choisi la version théâtrale parce que j'aurais pu en faire un livre, un essai, un roman, mais je pense que le théâtre était mieux placé parce que tout simplement j'ai trouvé les archives qui étaient le verbatim de la moitié d'un conseil des ministres qui a eu lieu le 10 novembre 1938, au lendemain de la nuit de cristal, et qui est hallucinant. Alors j'ai creusé parce que vous allez voir comment j'ai pu trouver la suite. En fait, ce conseil des ministres a lieu sous la présidence de Göring, et il a vocation à être une façon pour Göring de se débarrasser de Goebbels, qu'il détestait. Goebbels avait fait la nuit de cristal, les vitres cassées des Juifs, etc. Et Göring était contre, comme d'ailleurs une grande partie des dirigeants nazis, parce qu'il trouvait que ça faisait mauvais genre et que ce n'était pas la peine de faire ça. Et pour se débarrasser de Goebbels, il organise ce conseil, où en effet ils sont tous là, sauf Hitler qui est pas là et qui va être au téléphone à un moment. Tout ça est absolument certain. J'ai recomposé une partie du texte, mais à partir de mémoire, mais plus de la moitié de la pièce, c'est le verbatim de la réunion qu'on a retrouvé dans des archives soviétiques, après la chute du mur. Pour se débarrasser de Goebbels, Göring convoque à ce conseil des ministres, convoqué d'urgence au lendemain de la nuit de cristal, le président des assurances allemandes, des compagnies d'assurance, qui était la compagnie Allianz. Et d'ailleurs, c'est par Allianz que j'ai retrouvé le reste des archives, puisque tout était dans les archives d'Allianz, qui a fait d'ailleurs un travail de mémoire absolument magnifique, qu'on demandait à un grand professeur de Berkeley de venir passer plusieurs années en Allemagne pour retrouver toutes les archives. C'est une des rares entreprises allemandes qui a fait un travail de mémoire absolument magnifique. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il dit ce patron des assurances allemandes, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, le président des assurances allemandes dit, ben, écoutez, les vitres sont cassées, il faut les rembourser. Comment ça, il faut les rembourser? Ben oui, les vitres sont cassées, il faut les rembourser. À qui? Ben, aux Juifs. Ben, on ne va pas rembourser aux Juifs. Tout le monde proteste. Et ce président des compagnies d'assurance, qui n'est pas vraiment nazi, mais qui n'est pas non plus anti-nazi, qui est antisémite comme tout le monde, mais pas plus que ça, dit, ben oui, il faut respecter la loi. Mais non, on ne va pas la respecter. Mais si vous ne la respectez pas, les contrats internationaux vont tomber, et donc on va perdre nos réassurances. Et donc, ils partent dans une discussion complètement folle, qui paraît insensée quand on la lit, et qui au théâtre rendait d'une façon extraordinaire. Ça s'est joué au théâtre du Rond-Point à Paris, ça a été un choc pour ceux qui l'ont vu, qui se terminait par bon, ben, qu'est-ce qu'on peut pas payer les Juifs, on peut pas les rembourser. Bon, donc on va prendre leur rembourser, mais on va faire un impôt égal à ce qu'on leur donne. Et donc on va éviter de leur donner, et puis on prend l'impôt, puis de toute façon on peut pas continuer. Et ça continue dans la conversation par on peut pas les laisser là où ils sont, parce que là où ils sont, il faut les regrouper dans des ghettos. Mais si on les regroupe dans des ghettos, comment on va faire? On peut pas imaginer que des coiffeurs allemands aillent coiffer des Juifs dans des ghettos. Ni qu'il y ait des coiffeurs juifs dans les ghettos, c'est pas possible. Donc on peut pas les laisser non plus dans la rue, ils vont être des mendiants, on va les voir partout. Donc, et la phrase vient, il faut les tuer. Là. Donc la décision de la solution finale n'est pas Wannsee. La décision de la solution finale, c'est là. Wannsee, c'est la deuxième étape, c'est la décision des chambres à gaz. C'est la mise en place, c'est l'organisation technique de l'arrestation et de la mise à mort. La mise à mort, comment? Il y a 1,5 million de Juifs qui sont tués avant la chambre à gaz, qui sont tués à l'arme courante, la mitraillette. C'est-à-dire tout ce qui se passe en Ukraine, etc., se fait à la mitraillette. 1,5 million avant les camps. Et la décision est prise à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est fascinant de voir comment dans cette réunion, qui a duré 4 heures à peu près, que j'ai résumé en 2 heures, de voir comment une logique folle qui part de on doit rembourser les vitres cassées aux Juifs aboutit à la logique de... Avec d'ailleurs une discussion très intéressante, puisqu'on est juste à quelques semaines avant la conférence de Évian, où certains Allemands voulaient faire partir les Juifs, puisqu'il y avait encore des Allemands qui voulaient faire partir les Juifs, et où les Occidentaux réunis ont dit non. Ce dont les Allemands étaient finalement contents, parce que les Allemands voulaient, une grande partie des Allemands ne voulaient pas que les Juifs partent. Une partie voulait, une partie ne voulait pas. Ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur que les Juifs allemands partant, ils deviennent des agents anti-allemands dans les pays où ils viennent, et renforcent l'opposition au régime nazi dans les autres pays. Donc c'est pour ça que finalement les Allemands ont été très contents de ne pas laisser partir les Juifs.
Mais c'est fascinant de voir l'absurdité du raisonnement de cette réunion. Et le théâtre est de ce point de vue, hein, moi j'adore, j'ai écrit 4 pièces de théâtre, c'est un instrument de pédagogie extraordinaire, qu'on ne peut pas rendre autrement qu'au théâtre. Il faut dire que Göring en particulier, dont on sent effectivement l'antipathie profonde qu'il a pour Goebbels, Göring, quand même, ça se passe bien, le traitement des Juifs en Bavière et en Autriche. En voilà qui ont su s'accommoder de la question juive. Mais voilà, hein, c'est pas Tom qui nous dira le contraire. Ouais. C'est bien, c'est un exemple. Il montre aux dirigeants qui sont là que les Autrichiens savent beaucoup mieux se débarrasser des Juifs. On ne peut pas leur retirer ça. Ouais. Mais il y a un moment que vous avez construit qui est tout à fait extraordinaire, où partant de quelque chose de finalement assez secondaire, qui est la question technique de savoir si oui ou non les compagnies d'assurance doivent respecter le contrat en bonne et due forme, d'autant qu'elles sont réassurées elles-mêmes, ces compagnies, auprès d'entreprises qui, pour certaines, sont américaines. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas honorer un contrat. Bon, problème qu'a évoqué Jacques Attali à l'instant. Mais au-delà de ça, bien sûr, il y a la rue, et puis ces piscines. Est-ce que c'est normal, au fond, que les Juifs et les Allemands cohabitent? Non, c'est pas possible. Et les forêts, mais on les rencontre, ils font des pique-niques. Non, c'est pas possible. Les stades, ah bah non. Puis finalement, on s'aperçoit que non, il n'y a rien à faire. Les bancs publics. Les bancs publics. Voilà, alors rien, bon, là, faut les tuer. Voilà, c'est tout simple. Il suffisait d'y penser. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On y a pensé et on l'a pratiqué. C'est évidemment un texte... J'oserais dire que c'est un texte qui, à certains moments, provoque une sorte de rire sombre, jaune, noir. J'aurais rêvé qu'il soit joué aux États-Unis, ce texte. Malheureusement, ça ne s'est pas fait encore. Attendez, la soirée n'est pas terminée. À la cantonade. Nous sommes là. Alors, un autre texte, évidemment, essentiel dans votre œuvre, qui est le dictionnaire du judaïsme, coédition entre Plon et Fayard, publié en 1912. C'est ce livre-ci. Pas vraiment. Pardon, 2012. Oui, j'avais un petit siècle de retard, excusez-moi. Publié en 2012, donc c'est un livre très très récent. Et vous allez nous lire, si vous voulez bien, ceci. Ce texte très court qui est dans le propos liminaire du livre de Jacques Attali. Alors, le dictionnaire amoureux du judaïsme, comme vous savez peut-être, c'est une collection qui s'appelle Dictionnaire amoureux. On m'a demandé de faire le dictionnaire amoureux du judaïsme, dont je me croyais vraiment absolument incapable, puisque je ne me sentais pas un expert, mais j'adore écrire des livres sur des sujets que je ne connais pas, parce que c'est une bonne façon de me forcer à apprendre. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup appris, et essayer de rendre de façon claire des choses très pointues sur la Kabbale, vraiment très pointues. Je suis très, très content d'avoir écrit ce livre. Et en effet, j'ai fait une introduction personnelle. C'est un des rares textes où je parle un peu de moi, mais... c'est ça que vous voulez que je dise. J'ai en effet appris à devenir curieux, c'est-à-dire en fait amoureux du judaïsme, de son histoire, de sa façon de penser, de ce qu'il dit du monde, de ce qu'il permet aussi de penser, de comprendre, d'imaginer. J'aime aussi la façon dont il accueille toutes les critiques et dont il doute sans cesse de lui-même. J'en suis devenu un amateur avec toute la connotation amoureuse du terme, comme dit Lévinas à propos du Talmud. J'aime la façon dont il me fait réfléchir, comme beaucoup d'autres grandes cosmogonies, aux grands invariants du monde. J'aime aussi les histoires de tant de personnages de la Bible et de l'histoire juive, fidèles à leur foi, même quand on les force à la quitter. J'aime aussi ces petites histoires qu'on appelle juives, éclairantes d'autodérision. Ah oui, les histoires juives. Enfin, et peut-être surtout, j'apprécie dans le judaïsme qu'il ne soit pas jaloux, mais tolère bien d'autres amours. Alors, oui, j'adore les histoires juives, j'adore en raconter d'ailleurs. Pas le faire ce soir. Mais ne vous gênez pas. Ce texte liminaire, qui est assez substantiel, est semé d'intertitres tels que ceux que je vais vous lire. Le judaïsme est d'abord un ensemble de souvenirs. Je faisais allusion tout à l'heure à la naissance de Jacques Attali et de son frère jumeau Bernard à Alger en 1943. Le judaïsme est une langue. Le judaïsme est un livre, bien sûr, avec un L capital. C'est une théologie. C'est une pratique. C'est une façon de penser. C'est une histoire, d'abord mythologique. C'est une énigme historique. Et vous faites allusion là à un, puis deux États. Babylonie, Jérusalem. Vous voyez, là, encore une fois, la partie, je dirais, le prélude à ce travail est très substantiel. L'histoire, les maranes, l'Espagne musulmane, etc., etc.
Bref, le judaïsme, c'est tout. Non, c'est beaucoup quand même. Hein. Non, c'est un hasard dans l'histoire qui s'est trouvé avoir une importance particulière parce que il a été en situation de créer quelque chose qui est important, qui est le monothéisme, et en même temps, ensuite, une culture très particulière, puisque c'est un des rares peuples, sinon le seul, dont tous les enfants devaient savoir lire depuis plus de 2500 ans. Donc ça crée des habitudes très particulières, et en effet, une littérature depuis 2500 ans, donc beaucoup plus présente que d'autres. Mais enfin, il y a des très grandes civilisations, la civilisation indienne ou chinoise porte des cultures qui sont plus lointaines, plus loin de nous, mais qui sont tout aussi immenses. Non. Je n'ai pas de judéocentrisme particulier. Il se trouve que quand on est né quelque part, on a un devoir qui est de porter ce qu'on a reçu et de le transmettre. C'est Lévinas qui disait le propre d'une vie réussie, c'est de recevoir, célébrer et transmettre. Recevoir, célébrer et transmettre. Bon, on doit recevoir, célébrer et transmettre, quelle que soit la culture qu'on a reçue. Moi, quand je suis avec un ami musulman, je l'incite à connaître bien sa culture et à la transmettre. Quitte à la faire évoluer, bien sûr, comme nous le faisons tous. Mais nous sommes porteurs de différentes cultures. J'aime beaucoup ce livre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, qui raconte comment des hommes confrontés à une dictature savaient par cœur des livres et se le répétaient sans cesse pour pouvoir le transmettre, parce qu'il était interdit d'avoir des livres. On est tous comme ça. Il est très important, même si on s'éloigne d'une tradition, de la connaître et de la transmettre pour donner aux générations suivantes la chance de faire le choix, de la transmettre aussi. Ce livre est donc, comme tout dictionnaire, construit de A à Z, avec des entrées de plusieurs natures, puisqu'on y trouve à la fois des personnages historiques ayant bel et bien existé, d'autres qui sont d'ordre plus légendaire, on y trouve des pays, on y trouve des notions, on y trouve tel ou tel livre des Écritures saintes, et surtout de l'Ancien Testament, dont certains, je dois dire, m'étaient en toute humilité parfaitement inconnus. J'aimerais bien d'ailleurs, par exemple, que vous nous disiez pourquoi vous êtes à ce point bouleversé par un texte qui s'appelle Avot. Perkei Avot. C'est le livre des pères, d'abord parce que c'est le livre que mon père lisait tout le temps. Donc c'est un livre qui m'est très proche, et c'est en fait un recueil de maximes. Donc c'est une sorte de sélection de phrases de la Bible et des sages extrêmement intéressants, où on peut rester des heures et des heures à lire une phrase et à y réfléchir. Donc c'est un recueil de citations qui va du livre de Job jusqu'à Maral de Prague. Vous voyez, donc ça fait 20 siècles de tradition. Un autre aussi qui vous a manifestement beaucoup touché, que vous citez souvent, le Qoéleth. C'est l'Ecclésiaste, c'est celui qu'on appelle l'Ecclésiaste. Bon, c'est un livre particulièrement connu et c'est un magnifique texte poétique. C'est un grand poème. Mais c'est d'ailleurs le point commun qu'on trouve dans vos dilections bibliques, si je puis dire. C'est que c'est la dimension poétique qui semble vous toucher d'abord. Oui, disons, l'Ecclésiaste est un très grand texte poétique. Si j'avais aujourd'hui, peut-être différemment de là, je ne sais pas si oui, je l'ai cité, mais pour moi, un texte qui me touche le plus, c'est le livre de Job. Parce qu'il y a dans le livre de Job un passage qui m'émeut particulièrement. C'est qu'à un moment, Job dit « affreux, la vie que tu me parles à Dieu ». Job n'est pas juif, c'est un des rares personnages de la Bible qui n'est pas juif. On ne sait pas très bien qui a écrit le livre de Job, c'est un livre très mystérieux. Et Job dit non mais tu te rends compte la vie que tu m'as fait faire, moi j'étais un homme honnête, intègre, mais tu m'as ruiné, tu as ruiné ma famille, tu as tué tous mes enfants, qu'est-ce que je t'ai fait, comment tu fais une fait? Et Dieu répond, et la réponse de Dieu est extraordinaire. Dieu dit, mais enfin, tu te plains, mais moi, tu sais pas la vie que je mène. Non, mais tu ne sais pas la vie que je mène. Non, mais tu sais pas les efforts qu'il a fallu pour créer la terre, pour créer les animaux, pour créer ça, pour créer ça. C'est un passage incroyable. On se croirait dans un texte de littérature surréaliste. Et on entend la voix de celui qui a écrit, et je me suis toujours demandé qui avait écrit le livre de Job. Parce qu'il y a seulement une personne qui a écrit le livre de Job. Et puis il y a quelques Mais en effet, des textes, le Cantique des Cantiques, ça reste un des plus beaux poèmes amoureux qui ait jamais été écrit. Et puis il est des savants, des historiens, des philosophes, des personnages qui vous touchent particulièrement. Alors je vais en citer quelques-uns. Quelqu'un qui a été, semble-t-il, pour vous, beaucoup plus encore qu'un modèle, qui est peut-être une espèce comme ça de lumière qui vous accompagne, qui s'appelle Shoushani.
J'ai pas connu Chouchani, mais j'ai connu des gens qui ont connu Chouchani, et Chouchani était un de ses maîtres. Moi, j'ai un maître aujourd'hui. Je travaille avec dans une de mes vies, comme vous dites que j'en ai plusieurs, une de mes vies, c'est de travailler avec un maître. Et je travaille avec un maître comme Chouchani, et j'étudie des textes. C'est une des façons d'approfondir cette dimension. Chouchani était un maître extraordinaire. Tous ceux qui l'ont eu comme maître le savent. Il a transmis. Il a rien écrit. C'est ça qui est fascinant. Il a juste transmis une culture, une érudition extraordinaire et une fascination pour des textes très très pointus. Et ce qu'on sait de ceux qui ont su par lui, mon maître actuel était un élève de Chouchani, est absolument vertigineux d'érudition. Parce que la pensée juive fonctionne en faisant des ponts entre différents textes ou entre différentes sortes d'idées, et les ponts entre des choses qui a priori n'ont aucun rapport ouvrent des perspectives vertigineuses. Et Chouchani était comme ça. La figure du père qui est chez vous omniprésente, en filigrane parfois, mais quelquefois de façon explicite. Par exemple, quand vous évoquez un historien russe, dont j'ai découvert l'existence en vous disant... Simon Doubnov, que votre père, d'ailleurs, vous a fait connaître. Alors, qui était ce Simon Doubnov et pourquoi est-ce qu'il vous frappe à ce point? Bon, peut-être est-ce que je suis frappé parce que c'était l'historien préféré de mon père. Simon Doubnov était un très grand historien juif qui a écrit beaucoup de livres d'histoire, et en particulier une histoire du peuple juif, une énorme histoire du peuple juif, un abrégé de ça, qui était un des premiers historiens du peuple juif. Et qui est son texte qui est encore très facile à trouver. C'est un texte magnifique, très grande valeur littéraire. Et puis aussi, il m'a touché par la tragédie de sa vie, puisqu'il est mort comme tellement de gens. Il a été arrêté dans un ghetto, je crois que c'est à Vilno, et ils l'ont fait monter dans un bus, et puis il avait du mal à monter, ils l'ont fait descendre, ils l'ont fusillé. Il a 80 ans, 85 ans, un de ces génies immense de l'histoire qui est basculé dans le néant comme tant d'autres. Plus près de nous, d'autres vivants, même s'ils ont disparu. Alors qu'il était tout le temps à travers le monde. Il était à New York, il était pas du tout... Il était retourné là parce qu'il voulait être avec les siens, mais il était professeur aux États-Unis, professeur à Oxford. Enfin, c'était un historien, un des très grands historiens de l'entre-deux-guerres. Vous avez évoqué tout à l'heure le plaisir, plus que ça d'ailleurs, l'émotion sans doute qui vous a étreint lorsque vous avez assisté à telle ou telle représentation en compagnie du président d'État d'Israël, Shimon Peres, qui fait l'objet d'une notice dans ce dictionnaire. Racontez-nous, si vous voulez bien, la première fois que vous avez rencontré Peres. Je ne sais plus la première fois que je l'ai rencontré, mais j'étais très ami avec Shimon Peres. Je ne sais plus très bien quand c'est là. J'ai dit à un moment, quand la première fois, non? Oui, je crois pas sûr. Non. Shimon Peres était un ami très proche. On a même écrit un livre ensemble. J'ai suivi son évolution intellectuelle puisqu'il a été très différent de différentes périodes à l'autre. C'est un homme qui était un politicien et qui est devenu un saint. C'est très curieux. Il était un politicien très, très roué, très habile, très fin, très fort, et qui est devenu un vrai visionnaire, extraordinairement dépassant véritablement son propre peuple. Il était, à la fin de sa vie, plus spécialement intéressé par Israël, il était intéressé par le monde. Il pensait d'ailleurs que les nations n'avaient aucun avenir, que l'avenir appartenait à d'autres formes de groupements humains que les nations. C'était un personnage très, très charismatique, très étonnant, et qui avait, avec le temps, gagné une certaine forme d'humilité extrême qui était très touchante. Et il avait un art des formules. Par exemple, il m'a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup marqué sur le peuple juif. Mais il avait des formules tout le temps. Et il m'a dit un jour, peuple juif, Israël a été composé successivement de 3 élites. Une élite agricole, ceux qui ont fait le pays, une élite militaire, ceux qui ont tenu le pays, et les premiers dirigeants ont été des paysans, les deuxièmes dirigeants ont été des généraux, et une 3e élite qui est celle de la technologie. Et il me dit, tu vois pas la différence entre les 3? Je dis quoi? Toi qui travailles là-dessus, tu devrais la voir. Ah ben oui, c'est vrai, la 3e est nomade, les 2 autres sont sédentaires. Il me dit, c'est ça. Et ça, c'est le grand danger d'Israël. C'est que la nouvelle élite, elle peut partir, pas les 2 premières. Et je trouvais que c'était une remarque simple, mais d'une très grande profondeur. C'était un être très exceptionnel, très, très exceptionnel. Vraiment un grand monsieur.
On pourrait s'arrêter sur chacune de ces entrées. Je voudrais qu'on finisse avec quelqu'un auquel vous avez consacré une biographie. C'est le premier de vos livres que j'ai lu. C'est le banquier germano-britannique Warburg. Racontez-nous cet homme-là. Pourquoi il vous fascine à ce point-là? Oui, c'est la première fois que j'ai sorti des essais avant d'aller au roman. Donc c'est le pied mis en dehors de la figure imposée de l'essai pour aller vers la figure libre du roman. Et Sigmund Warburg, je l'ai rencontré d'abord en lisant la seule interview qu'il ait donnée de sa vie, où il a raconté dans un journal américain la façon dont il avait quitté l'Allemagne en 1933. C'était très impressionnante. Et puis 2-3 choses sur les choses qu'il avait faites. C'est lui qui a inventé le rodelard, c'est lui qui a fait les premières OPA. Enfin, c'était un personnage extraordinaire. Et au moment où je lisais cette interview, qu'un ami m'avait passé, je n'avais pas tombé dessus par hasard, il a demandé à me voir. Donc il est venu me voir, j'étais à l'Élysée, je venais d'arriver, et on a eu une conversation absolument fascinante. Je me dis, cet homme, il faut que je sache plus sur lui. Et je lui ai dit, comme ça, dans le cours de la conversation, j'ai envie d'écrire votre biographie. Et il m'a répondu en latin. Et on a continué la conversation en latin. Et c'était très curieux. On a ensuite sorti, je l'ai raccompagné, on devait se revoir, et il est mort quelques jours plus tard. Et donc j'ai cherché à écrire sa biographie. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas lui dont je devais écrire la biographie, mais sa famille. Parce que c'est la plus ancienne des familles de banquiers juifs, un siècle plus ancien que les Rothschild, qu'il y a des banquiers extraordinaires dans cette famille, qu'il y a en particulier dans la génération d'avant, il y a 3 frères. Abi, qui va fonder Abi Warburg, l'histoire de l'art, et le premier historien d'art, et 2 frères qui sont Max et Paul. Et pour faire une histoire courte, Max devient le patron de la famille en 1910 et devient le grand banquier du Kaiser, le banquier du Kaiser. Et Paul n'aime pas tout ce qui se passe, part aux États-Unis et a l'idée de faire un petit machin qui s'appelle la Fed. Il fonde il est le banquier qui a fondé la Fed. Puis il y a la guerre, et quand il y a la négociation à Versailles, il y a Max est le patron de la délégation allemande et Paul est le patron de la délégation américaine. Et pour continuer l'histoire, parce qu'elle est encore plus extraordinaire, le principal collaborateur de la banque Warburg s'appelait M. Melchior. Il était là dans la négociation, on était au milieu entre les 2 frères, et puis il est homosexuel, ce Melchior, et il tombe amoureux du patron de la délégation anglaise, qui s'appelait John Maynard Keynes. C'est magnifique. C'est quand même une belle histoire. Bon. Et alors, ensuite, il y a l'histoire de Sigmund, qui était en effet absolument fascinante, que j'ai racontée dans ce livre. J'ai raconté toute la vie de cette dynastie incroyable. Devenir soi. Alors, Devenir soi, c'est un livre récent. Tenez-vous bien, il ne date pas de 1914, non, mais de 2014. C'est un livre de vie, ça, et c'est très différent des précédents. Ben, j'espère que chacun est différent du précédent. Non, mais vous avez écrit des biographies, vous avez écrit des textes génériques sur tel ou tel aspect de l'humanité, etc. On peut les regrouper. Celui-là est très différent, parce que c'est bel et bien, c'est une manière de conseil cicéronien, si je puis dire, ou à la Sénèque, sur comment mieux vivre. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi le reflet de mon travail dans la fondation Positive Planète, que je préside et que j'ai créée il y a 20 ans maintenant, dont la mission est d'aider les gens à se prendre en main et à ne pas dépendre de personne, ne pas dépendre de la charité, et savoir qu'on peut réussir sa vie en créant sa propre entreprise, qui est connue aux États-Unis, mais pas connue à travers le monde. Et Devenir soi, c'est simplement un texte pour dire n'attendez rien de personne. Il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Ne soyez pas... Alors, évidemment, aux États-Unis, c'est mieux connu comme idée qu'en Europe. Mais j'avais commencé par... J'ai toutes les semaines, depuis un certain nombre d'années, l'éditorial de l'Express. Et j'avais écrit un article que j'avais appelé « Débrouillez-vous » et qui avait eu un gros impact en disant « N'attendez pas que l'État fasse quelque chose pour vous, n'attendez rien de personne ». Et je l'ai développé en ce petit livre où j'essaye en effet d'expliquer que, c'est très important d'aider les autres, mais sans rien en attendre. Je crois que même dans l'amour, quand on aime, c'est pour le bonheur d'aimer, c'est pas parce qu'on attend un amour en retour. Et Devenir soi, j'essaie de développer toute une série de principes, de méthodes. Avec beaucoup d'exemples. Hein. Beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi à devenir soi, et aussi une méthode pour créer les conditions pour s'arracher du conformisme, de ce que j'appelle la situation de résigné réclamant.
Je suis résigné à ne pas changer le monde, mais en même temps, je réclame d'avoir plus de miettes. Il faut sortir de ça, s'extraire, et essayer vraiment de trouver profondément en soi qui on est. Je prends souvent l'exemple de... Je dis souvent quand je parle de ça avec chacun d'entre vous, je dis, rappelez-vous l'enfant que vous étiez à 10 ans. Et essayez d'imaginer que cet enfant de 10 ans est assis à côté de vous. Qu'est-ce qu'il penserait de vous? Essayez d'y penser un peu. Il y a une notion qui est sous-jacente, c'est le mal avec un M majuscule. Donc ça existe, le mal? Bien sûr que ça existe. Je dirais de cette façon, c'est l'homme est le mal. C'est le bien aussi. Le bien c'est la même chose, est une construction humaine volontaire, mais le mal est la nature humaine, comme est la nature de la nature. La nature, c'est le mal. Alors ça, c'est très juif. Je n'aime pas la nature. J'aime les jardins, j'aime pas les forêts. J'aime ce qui est maîtrisé, pas ce qui est libre, parce que je crois qu'il y a dans la nature une violence dangereuse, comme dans la nature humaine, il y a une violence dangereuse. Vous savez, j'ai expérimenté quelque chose dans ma jeunesse, puisque vous me faites, on a encore le temps, je vais raconter un souvenir d'enfance qui m'a beaucoup marqué. Quand j'étais à Alger jusqu'en 1956, vous l'avez dit, mon père, en novembre 1954, a compris que c'était perdu, alors qu'il n'y avait aucune raison de le penser, et nous sommes partis. On est venu à Paris. Et j'étais en 5e. Et tous mes camarades de classe de l'époque, j'ai quitté après la 5e, sont restés à Alger et sont partis en 62, donc à leur bac, au moment où ils avaient leur bac. Moi, je suis sorti de là, on a mené une vie avec mon frère tout à fait normale dans un lycée parisien, désintoxiqué de cet univers. Et une des raisons pour lesquelles mon père nous a extraits de cet univers, alors que c'était le sien, c'est que déjà en 1956, nous étions pris dans l'idéologie raciste des Français d'Algérie. On était pour l'Algérie française à 12 ans. On était anti-arabe. Et plusieurs de mes camarades de classe qui sont restés après, jusqu'en 62, sont devenus des assassins, qui sont aujourd'hui des grands médecins, des avocats, des gens extrêmement... sont devenus des assassins dans l'engrenage FLN-OAS de 61-62. Et je suis promis de jamais oublier que toute personne humaine placée dans une circonstance particulière peut devenir un monstre. Ce qui est vrai aussi du peuple allemand, d'ailleurs. Toute personne humaine placée dans une circonstance particulière peut devenir un monstre. Le mal est profondément lié à ce que nous sommes. Nous pouvons tous devenir des monstres. Il faut vraiment trouver les circonstances intérieures fortes ou le contexte pour l'éviter. Dans ce livre, vous inventez une notion que j'aimerais que vous nous présentiez, la somalisation. Non pas la somatisation, oui, la somalisation comme la Somalie. Oui, somalisation, c'est... D'ailleurs, je me suis fâché avec des amis somaliens après, mais la Somalie est un pays qui a été pendant 25 ans et qui l'est encore, même si ça se discute, sans État. Et quand un pays est sans État, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé en Somalie, c'est-à-dire c'est la victoire des seigneurs de la guerre, des trafiquants de drogue, du désastre. Et je dis que quand on parle de globalisation du monde, on ne devrait pas parler de globalisation du monde, mais de somalisation du monde, parce que le monde devient une gigantesque Somalie, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'état de droit mondial. Sans état de droit, c'est le désordre, c'est le chaos. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on voit monter ce chaos. On le voit monter avec simplement une double tentative, soit d'établir un état de droit global, avec quelques prémices qui existent, soit, et c'est malheureusement la force plus forte, d'échapper à la somalisation par une bunkérisation, où chacun s'enferme dans des frontières personnelles pour l'éviter. Mais la somalisation de la planète est en marche. Alors, je ne suis pas pessimiste, hein, je crois que le meilleur est possible. Vous enrichissez, vous développez ces points de vue dans un livre pour la première fois paru en 2006, mais qui a été réédité, mis à jour récemment, et qui s'appelle « Brève histoire de l'avenir », qui est un livre très impressionnant par la multiplicité de ses entrées, qui est paru lui aussi chez Fayard. Et vous commencez par expliquer que, d'abord, c'est un livre qui est écrit au futur, c'est pas tellement au conditionnel, c'est au futur. C'est une réflexion un peu
assertive, comme on dirait en anglais, assertive, c'est-à-dire que vous semblez habité par des certitudes. Et par exemple, vous expliquez que nous sommes entrés dans des civilisations qui sont hyper, tout est hyper, H-Y-P-E-R. C'est une espèce de survalorisation de l'existant. Expliquez-nous ça, parce que c'est une... Bon, c'est un livre où j'essaie de raconter les 50 prochaines années en racontant d'abord les 3000 ans qui ont précédé. Donc il y a un récit historique duquel j'essaie de tirer des lois que j'applique sur les 50 ans futurs. C'est pour ça que je suis assertif, au sens... Je ne crois pas quand on parle de l'avenir, je ne crois pas qu'il faille raconter des scénarios, parce que c'est trop facile. Si on fait des scénarios, forcément, il y en a un qui est plus ou moins proche de la vérité, mais de façon ferme, et j'essaye de le faire en essayant de tirer des lois sur le passé. Des lois sur le passé, il y en a beaucoup qui sont dans ce livre, qui sont issues du récit que je fais des 3000 ans récents, et en particulier des 1000 dernières années, où on voit assez précisément un ordre de succession des centres du pouvoir, des raisons de domination de telle partie du monde, des raisons de domination de telle idéologie, et des raisons de pourquoi, quand il y a une bataille entre deux pouvoirs, tel l'emporte, etc. Il y a des lois qu'on peut tracer et qui permettent de décrire l'avenir. Et j'en déduis, et ce livre est en fait une synthèse de beaucoup de mes livres précédents, beaucoup de réflexions précédentes, c'est juste une synthèse d'années de travail, où je décris 5 phases successives de l'histoire à venir. Première phase, le déclin relatif de l'Empire américain. Déclin relatif, c'est-à-dire pas le déclin absolu, mais le déclin relatif. Deuxième phase, tentative de voir surgir une autre puissance comme successeur de l'Empire américain, comme puissance dominante. Première phase est en cours et la deuxième a commencé. Je pense que la deuxième phase ne réussira pas parce que je pense que personne ne remplacera les États-Unis comme puissance dominante et qu'on n'est pas... J'ai décrit avant comment il y a eu 9 empires successifs depuis 1000 ans avec 9 capitales qui étaient dans l'ordre Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York et la Californie. 900. Curieusement, d'ailleurs, vous citez Los Angeles, mais pas San Francisco. Oui, pas la Silicon Valley, mais plutôt Hollywood. Hollywood, c'est plutôt là que se situe le pouvoir. Et je dis qu'il y a eu ces 9 centres de pouvoir et qu'il n'y en aura pas un 10e au même sens. Parce qu'on est plutôt, pour moi, après la chute de l'Empire romain, au moment de la chute de l'Empire romain, plutôt qu'au moment de la chute de l'Empire britannique. La chute de l'Empire britannique, ça a été le remplacement de l'Empire britannique par l'Empire américain. La chute de l'Empire romain, ça a été le remplacement de l'Empire romain par rien. Enfin, rien, il y a eu des tas de choses, mais rien qui soit dominant comme l'Empire romain. Tout le monde est devenu romain, comme tout le monde est en train de devenir américain, mais il n'y a pas d'empire qui a succédé directement. Donc c'est plutôt cette phase-là. Donc deuxième phase, tentative, échoue. Troisième phase, domination du monde par les entreprises, par le marché. Parce que je crois qu'il y a une grande bataille qui est en marche entre le marché et la démocratie. Le marché et la démocratie qui fonctionnent ensemble, mais qui ont une très grande différence profonde, c'est que le marché est mondial, tandis que la démocratie suppose des frontières. Elle s'exerce dans un territoire. Et donc le marché peut tout prendre, tandis que la démocratie ne peut pas, sauf à imaginer une démocratie qui devienne globale. Or, mis à part un cas très particulier qui est ce cas de la Suisse, on n'a pas d'exemple d'une démocratie bottom-up. Les démocraties ont toujours été construites à l'intérieur d'États qui étaient des dictatures, qui devenaient ensuite des démocraties. Donc l'idée de voir une démocratie planétaire s'installer comme contrepoids d'un marché planétaire, c'est très difficile à voir. Donc je pense qu'il y aura, c'est la troisième étape, un chaos d'hyperdomination du monde par l'économie de marché, et qu'on voit déjà avec les entreprises qui dominent, qui sont plus liées à un État, qui sont globales, qui entraînent une aggravation des inégalités, qui entraînent une destruction, décrédibilisation de la démocratie qui n'est plus crédible quand les pouvoirs politiques n'ont plus de pouvoir, puisque les choses se jouent ailleurs, même aux États-Unis, ou quand les pouvoirs politiques sont aux ordres des entreprises, on voit bien la logique, ou quand les inégalités qui se creusent deviennent incontrôlables. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est que le chaos devient si grand, les inégalités si grandes, les frustrations si considérables, le réchauffement climatique qui va avec si intense et les moyens technologiques si importants qu'on n'échappera pas, qu'on pourrait ne pas échapper à une guerre.
Et après la guerre, on aura un nouvel ordre que j'appelle positif, dans lequel on pourrait imaginer un ordre de droit international raisonnable. Et toute la question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fera comme en 1907-8, où tous les intellectuels voyaient le risque de guerre et disaient il faut mettre en place un ordre international à la place de la guerre. Tout avait été écrit en 1907. Et on l'a mis en place après la guerre et pas à la place de la guerre. De même, en février 29, Stresemann, Briand et un Anglais, dont j'ai oublié le nom, mais je vais me revenir, ont écrit un texte, février 29, pour un marché commun européen. Voilà ce qu'il a fallu attendre comme temps. Et dès 31-32, il y a eu des essais pour refonder la SDN, pour faire autre chose. On l'a fait après la guerre. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce on va refonder l'ordre international avant une grande guerre, qui fera un nombre de morts proportionnel à la population mondiale et au niveau de la technique, au regard des guerres précédentes, ou à la place de cette guerre. C'est le rôle d'un intellectuel ou d'un écrivain, c'est de faire assez peur pour l'avenir, assez peur de l'avenir pour éviter qu'il ait lieu, et pour créer les conditions pour qu'il n'ait pas lieu, et pour créer les conditions pour dire un autre avenir est possible. C'est ce à quoi je m'emploie dans la fondation dans laquelle je travaille, les fondations positives. Nous pensons que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui à condition d'agir. Mais pour agir, avoir peur n'est pas inutile. Le livre se termine sur une sorte d'apocalypse, tempéré par les phrases finales suivantes. Je veux croire qu'un jour, bien avant la fin du XXIe siècle, et malgré tant d'obstacles, de précipices vertigineux et de caricatures, l'hyper-empire aura pris assez d'ampleur pour faire percevoir l'unité du monde sans pour autant être parvenu à détruire l'identité humaine. Je veux aussi espérer que l'hyper-conflit menacera assez fortement l'humanité pour lui faire prendre conscience de la nécessité de changer radicalement d'attitude à l'égard d'elle-même. Je suis encore convaincu que les hyper-humains seront alors assez nombreux et assez organisés pour contenir la troisième vague de l'avenir et pour éviter la quatrième. D'ici là, auront eu lieu bien des événements, pires et meilleurs que ceux imaginés ici. La beauté aura su héberger et protéger les ultimes étincelles d'humanité. On aura écrit et façonné des chefs-d'œuvre aujourd'hui impensables. On aura découvert des concepts. On aura composé des chansons. Surtout, on aura aimé et on aimera encore. On va finir, Jacques, avec le dernier paru. Le dernier, mais qui va bientôt être supplanté par 1 ou 2 ou 3 ou 17 autres, puisque... dans une semaine. Je peux attester d'une chose, pour avoir voyagé à côté de Jacques hier pendant 8 heures entre Paris et New York, c'est que s'il lui arrive de relire un peu de Henry James, pourquoi pas, un peu de poésie de François Tcheng, s'il lui arrive de converser avec ses voisins, pas énormément, je ne parle pas de moi, etc. Le reste du temps, il est penché sur son ordinateur. Et à l'évidence, je n'ai pas eu l'indiscrétion de lire par-dessus son épaule ce qu'il écrivait. Mais à l'évidence, il écrivait un livre. Et vous voyez que nous sommes menacés d'un 76e, 77e. Bon, voilà, ça sera comme ça jusqu'à sa fin, qui n'est pas annoncée pour demain. D'autant qu'avec les hyper, entre guillemets, qui s'annoncent, nous savons que nous sommes désormais tous, ou presque, immortels. Histoire de la mer, c'est le dernier élément de cette tradition qui a voulu que Jacques Attali parcourt un certain nombre de domaines qui sont soit des plus concrets, soit quelquefois des plus abstraits, parce qu'après tout, la modernité, on ne sait pas trop ce que c'est, si tant est qu'en revanche, on puisse analyser le judaïsme, etc. Et Histoire de la mer, ce sont, comme disait Victor Hugo, des petits faits vrais. Et c'est un livre qui est tout à fait passionnant, qu'on soit ou pas d'ailleurs soi-même attiré par les océans. Personnellement, ça n'est pas mon cas. Et pourtant, j'ai lu ce livre avec infiniment d'intérêt. Pas seulement parce qu'il nous apprend des choses. Après tout, si on se débrouille bien, on peut apprendre que les eaux sur la planète Terre représentent 71% de la superficie. C'est pas ça qui est le plus intéressant, je crois. Là où on est vraiment dans quelque chose qui rejoint votre quête de la civilisation, c'est qu'on s'aperçoit qu'un bon nombre des civilisations qui ont prévalu, vous en avez cité 9 successives, beaucoup d'entre elles étaient précisément riveraines de l'océan, comme s'il y avait un lien évident entre la possession des mers et la puissance politique.
On peut en parler pour la Grande-Bretagne, on peut en parler pour les Pays-Bas, on peut en parler pour le port de Gênes ou pour la ville de Venise, évidemment. D'autre part, vous dites un truc qui est absolument passionnant, qui est l'émergence d'une technique assez simple, voire rudimentaire, qui est celle qu'on appelle celle des boîtes. Les boîtes, c'est le terme générique pour parler des containers. L'émergence et aujourd'hui l'hégémonie du transport maritime par container change absolument la façade de la terre que nous habitons. C'est-à-dire que l'eau qui est évidemment le fondement de tout, l'eau transporte cette espèce de chose qui est unifiée. C'est une des rares notions qui soit générique et acceptée par tout le monde. Vous avez parlé du diapason dans la musique, diapason inventé par un Anglais au XVIe ou XVIIe siècle, bon, qui étalonne une fois pour toutes le son de référence, le la. Le conteneur, c'est un peu la même chose. C'est une valeur universelle. Oui, j'ai raconté l'histoire de la mer depuis 14 milliards d'années, puisque l'eau apparaît à ce moment-là, pratiquement au moment de la création du Big Bang, et l'eau vient dans le système solaire en 4,5 milliards d'années et sur la Terre, et donc c'est très intéressant de suivre cette évolution. En effet, vous avez raison, j'insiste, je crois qu'il n'y a pas d'exception d'une superpuissance qui ne soit pas maritime. Aucune exception. Même dans ce premier millénaire de notre ère, dont nous, Européens ou Occidentaux, nous ne savons pas grand-chose quant aux superpuissances, puisque comme nous n'étions pas de superpuissance, on pense qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait une ou deux, et en particulier, il y en avait une qui s'appelle Siriyawa, qu'on ne connaît pas du tout, mais qui était la superpuissance du monde entre le 5e et le 11e siècle, en Indonésie. Le plus grand port, la plus grande puissance économique, incroyable. On n'en parle jamais. Et pourtant, si vous êtes en Asie, tout le monde connaît. La façon de raconter l'histoire du monde est très changeante. De même, d'ailleurs, nous, Français, quand on raconte l'histoire, on parle de Louis XIV. C'est Fernand Braudel, que j'admirais beaucoup et que j'ai eu la chance de bien connaître, qui m'avait expliqué que le niveau de vie des habitants de Paris au siècle de Louis XIV, c'était le quart du niveau de vie des habitants d'Amsterdam, qui était le New York de l'époque. Donc, le fait d'être lié à la mer est absolument déterminant. Et ça reste vrai aujourd'hui. Et la globalisation qui s'est produite donc à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale a failli s'arrêter parce qu'il y a eu une demande énorme d'échanges marchands et on ne savait pas comment faire. Et puis il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel, dont personne ne se souvient du nom, qui est un ingénieur américain d'une boîte de transport, qui a eu l'idée d'utiliser des remorques pour les mettre sur les bateaux, puis ensuite de l'unifier. Et c'était en 1954, The Box. Il y a un très beau livre qui a été écrit d'ailleurs, qui s'appelle The Box. Je vous encourage à lire ce livre, qui est vraiment un très bon récit biographique de cette histoire, que j'utilise et que je cite dans ce livre, où il raconte comment, progressivement, il y a eu une unification du transport maritime qui a permis les 30 Glorieuses. Il n'y aurait pas eu les 30 Glorieuses sans le container. Vous avez bien fait de noter ça. Et évidemment, avec la croissance extraordinaire que ça permet. Et aujourd'hui encore, on croit que l'économie numérique est en train de remplacer ça. Bullshit. 98%, 97% du commerce mondial passe par la mer. En volume, en valeur, 30% passe par l'aérien. Même les câbles sous-marins restent déterminants par rapport aux satellites. Tout passe pas sous la mer et pas par les airs. Les satellites vont représenter 5-6% du trafic de vie. Donc la mer reste absolument déterminante. Et aujourd'hui, on ne sait pas remplacer le container comme technique de transport. Si on n'avait pas le container aussi, ou s'il y avait une raison pour arrêter cela, toute l'économie mondiale s'arrêterait du jour au lendemain. C'est le cas qui existe assez fréquemment d'innovations absolument majeures dont on ne connaît pas l'origine. On le connaît très mal et dont l'inventeur n'a pas été glorifié. Alors on a soi-disant Gutenberg, mais même si c'est pas lui, on a nommé ça, mais il y a qui a inventé la caravelle, qui a inventé le gouvernail des tambours, ce qui permet aux bateaux de remonter le courant naviguer contre le courant. Des choses absolument majeures. Le moulin à vent. La voile. La voile, c'est 60 000 ans, donc on a plus de mal à savoir qui c'est, mais c'est quand même très ancien, la voile. Et c'est très curieux, parce que la voile apparaît il y a 60 000 ans en Europe et en Asie en même temps.
sans doute il y avait déjà des points de passage. Ce bateau merveilleux, le bateau néerlandais qu'on appelle la flûte. La flûte, ça c'est une invention incroyable. La flûte c'est 1600 à peu près. C'est un changement radical, puisque la flûte, c'est un bateau qui peut transporter, qui est à peu près 10 fois plus grand que le bateau précédent, qui peut transporter 600 tonnes de marchandises. Avec moins d'hommes d'équipage. Beaucoup moins d'hommes d'équipage, et qui peut être produit en série, et qui a donné à Amsterdam la domination des mers, et donc du pouvoir pendant un siècle et demi. Qui a inventé la flûte, on ne sait pas. La caravelle avant. Et ça, ce sont des inventions absolument majeures. C'est comme d'ailleurs, pour parler d'une invention française, Airbus. Pourquoi Airbus est devenu une grande compagnie? Parce qu'il y a eu 3 ingénieurs dont personne ne connaît plus les noms, qui sont d'ailleurs les 3 à la retraite et encore vivants, qui ont eu l'idée de faire des pièces d'avions qui puissent être utilisées sur plusieurs avions différents, plusieurs modèles différents. Et donc, pouvoir réutiliser des pièces. C'est une idée de génie que personne n'avait eue, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Ils ont fait ça, et ça a permis de développer Airbus. Et ça, c'est des histoires humaines fantastiques. Je serais très étonné que vous ne vous jetiez pas sur Histoire de la mer, qui vous est proposée ici, par nos amis, ou ici d'ailleurs, pardon, par nos amis d'Albertine. Merci Jacques. À tout de suite.